Il y a une question, il y a une question derrière. Ouais. Encore une fois, je trouve que on mélange vous mélangez dans les réponses aux questions de Nathalie, démocratie, élection, vote, et l'amalgame est parfois utile dans une démonstration politique, mais parfois assassin. Et de la même manière, je crois que c'est Maria Novak, là, je demande à Éric Le Boucher, mais avait dit c'est pas les marchés qui sont en cause, c'est la manière dont le capitalisme, dont certains s'emparent du capitalisme à leur propre profit. Donc la démocratie n'est sans doute pas en cause, c'est une idée vraisemblablement indestructible et qui gagne du terrain, mais c'est peut-être la manière dont les gens s'emparent des procédures électorales et du vote pour conquérir le pouvoir. Alors, j'ai deux questions. C'est est-ce qu'on peut arriver à définir les mots et leur donner leur rôle dans la discussion ? Peut-être de savoir ce qu'est la démocratie par rapport au vote. Et est-ce que les procédures électorales et le vote à l'ère de l'Internet et du 2.0, aujourd'hui, sont des procédures qui collent avec l'idéal de démocratie ? Jean-Marie. Je reste quoi devant tant de talent ? Non, moi je suis en désaccord radical avec ce que vous disiez, Nathalie, vous-même, et ce que Bruno Gassio reprenait, à savoir les deux yaourts, etc. Je trouve que c'est une fausse vision. C'est d'une certaine façon une posture confortable, dès lors que l'on n'a pas eu affaire au bout de la chaîne à la propre mesure individuelle, personnelle de ce que c'est qu'une politique de gauche et de ce que c'est qu'une politique de droite, de ce que c'est qu'un RSA vu par, qui est d'ailleurs en train d'être étouffé, d'un côté, de ce que sont des politiques qui vont favoriser plutôt telle ou telle catégorie sociale que d'autres. Il y a une sociologie des votes qui fait qu'un tel va plutôt être le président d'une certaine catégorie ou de certaines catégories de la population. D'autres vont mettre l'accent davantage sur d'autres catégories. Donc, et ça se mesure très concrètement. Ça ne se mesure pas dans l'immédiat, mais ça se mesure concrètement au fil du temps. Alors, si on veut dire par là que c'est la même politique quand l'État est surendetté et qu'on doit emprunter chaque mois pour payer les fonctionnaires, c'est-à-dire pour payer les fonctions essentielles de l'État, si on dit qu'il faut réduire la dette, et si tout le monde le dit, bah évidemment, il faut réduire la dette, tout le monde le dit et tout le monde doit le faire. Mais ça ne signifie pas qu'à l'intérieur de cela, il n'y ait pas des options et des visions radicalement différentes. De même, sur l'Union européenne, moi, je ne serais pas aussi virulent que Arnaud Montebourg, même si moi, la critique que je porte essentiellement, elle n'est pas adressée à l'Union européenne, elle est adressée à nos gouvernements. Parce que depuis le tournant qu'ont opéré, il y a l'Europe Vision Giscard-Schmitt, puis Mitterrand-Kohl, nourri par les idées en grande partie de Jacques Delors, et puis il y a une cassure, et il y a l'Europe Chirac-Schröder. L'Europe Chirac-Schröder que reprennent exactement Sarkozy et Merkel, c'est une Europe dite intergouvernementale, c'est l'Europe des nationalités, c'est-à-dire ce sont des gouvernements qui imposent leur propre vision des choses. En effet, ce sont des gouvernements conservateurs, d'autant plus aujourd'hui où ils sont en situation de directoire, c'est-à-dire d'imposer leur vue au reste de l'Union européenne. Et ils ont obstinément, méthodiquement, et donc c'est pour ça qu'il faut arrêter aussi de parler des technocrates de Bruxelles, parce que les technocrates de Bruxelles, ils n'en peuvent mais. Je veux dire, méthodiquement, les institutions européennes ont été affaiblies par la France, par l'Allemagne et bien sûr aussi par la Grande-Bretagne, que ce soit Tony Blair hier ou David Cameron aujourd'hui. Donc il y a plutôt un déficit de ce côté-là. La meilleure preuve, c'est que qui parle en France de l'instance démocratique qu'est le Parlement européen? Qui s'en saisit? Qui s'y intéresse? Quels sont nos élus qui s'y investissent vraiment? Alors que pour tous les autres en Europe, le Parlement européen existe, on s'y intéresse, on regarde ce qu'il fait, et ainsi de suite. Et c'est une instance qui est aujourd'hui, dans le dernier discours du président de la République, qui était totalement mise à l'écart. Donc moi, je n'aurais pas cette vision consistant à accabler une Union européenne qui n'en peut mais, alors que le problème, c'est qu'on déséquilibre les choses à vouloir ne faire qu'une Europe intergouvernementale, qui est au nom de la souveraineté, précisément, mais sauf que si on construit l'Europe, c'est aussi abandonner des pans de souveraineté. D'ailleurs, ce qui marche en Europe est fédéral. La Banque centrale, ça fonctionne, c'est fédéral.
La politique agricole commune, ça fonctionne. Je ne pense pas qu'il y ait un seul agriculteur qui veuille aujourd'hui la défaire. La PAC y compris dans... Oui, il n'y a absolument. pas d'agriculteurs ici. Enfin, il y en a quand même Non, beaucoup qui ce sont n'est pas pas contents. vrai. Ça n'est pas vrai. La France est une puissance agroalimentaire considérable. Et voilà. Alors évidemment, un président du Conseil général en parlera mieux que moi, parce qu'il est dans des régions qui connaissent mieux les choses. Voilà. La faillite de l'agriculture française. Oui, mais sauf et que puis oui, de l'incompétence totale de la Banque centrale concernent. européenne. Je vais vous parler de la faillite des instances dites fédérales qui marchent bien. Ça. À ce moment-là, on peut faire une discussion là-dessus. À ce moment-là, il faut construire le socialisme dans un seul pays, c'est-à-dire nous destiner au sort qui était celui à une époque de l'Albanie. On sait que ça ne marche pas. Ça a été tenté en 81-82. Ça s'est écrasé contre le mur des réalités, contre le mur il faut se souvenir du contrôle d'échange rétabli, du fait qu'on ne pouvait plus sortir de France avec une somme, etc. Si c'est ça, alors d'accord, mais sinon, si on parle plus sérieusement, alors on voit les choses un peu différemment. Je ne pense pas que l'Albanie soit la référence ou l'univers référentiel l'Albanie de François d'Enver Mitterrand. Non, mais je ne pense pas que ce soit très sérieux d'invoquer Enver Hoxha et l'Albanie communiste dans une discussion de cette nature. La question de la politique plus forte que l'économie supposera, en effet, que le contrôle des chances puisse exister, que les banques soient soumises à des intérêts politiques et non pas à des intérêts financiers, c'est-à-dire exactement ce que des dirigeants ont pu faire après la Grande Dépression. Et tout à l'heure, Gassio évoquait le cas de Roosevelt. Il a pris des décisions contre la pensée dominante, le cercle, j'allais dire, de la raison habituelle qu'on trouve dans cet univers médiatico-politique où, en effet, on ne touche pas au marché parce qu'on en a besoin. La Banque centrale, elle est formidable. L'Union européenne, on n'y peut rien. Et d'ailleurs, tout seul, on ne pourrait rien faire. Sauf que vous allez avoir des électeurs qui vont dire maintenant, ça suffit, et qui vont voter précisément contre la démocratie et vont envoyer des gouvernements qui vont être chargés de faire sauter l'euro, de briser l'Union européenne, parce que celle-ci n'aura pas été au chevet des populations. Voilà. Donc, on comprend que... moi, je ne parle pas de socialisme d'un seul pays. Je dis qu'il y a une gauche et une droite européenne et qu'aujourd'hui, les gauches européennes ont des choses à dire, des contre-propositions à faire. Elles ne passent pas d'ailleurs forcément par des abandons de souveraineté. Elles passent plutôt par des reconquêtes politiques.